Les Américains l'appelaient la cathédrale de fer. Les Britanniques l'appelaient le désastre à 3 étages. Les Soviétiques l'appelaient un cercueil pour 7 frères. Les Allemands riaient et l'appelaient une cible splendide. En 1941, le char moyen M3 était le véhicule blindé le plus moqué au monde. 3 mètres de haut, un canon dépassant de la coque comme un navire de guerre de 1918. Il ressemblait à quelque chose qui appartenait à la guerre précédente. Chaque armée qui en recevait un trouvait de nouvelles façons de l'insulter. Mais en mai 1942, cette blague fit quelque chose qu'aucun char britannique ne pouvait faire. Il arrêta net les Panzers de Rommel. Juin 1940, les blindés allemands conquirent la France en 6 semaines. Les divisions Panzer qui brisèrent l'armée française n'étaient pas supérieures en nombre. Les Français avaient en fait plus de chars, mais les équipages allemands étaient mieux formés. Les tactiques allemandes étaient révolutionnaires, et les commandants allemands comprenaient comment concentrer les blindés au point décisif. Les planificateurs militaires américains regardèrent les actualités et comprirent ce qu'ils voyaient. La guerre moderne avait changé. Les chars n'étaient plus des armes de soutien pour l'infanterie. Les chars étaient l'arme décisive. L'armée des États-Unis possédait environ 400 chars. La plupart étaient des chars légers M2 armés de mitrailleuses. Quelques modèles plus récents portaient de petits canons de 37 mm. Si l'Amérique entrait en guerre, ses soldats feraient face à la force blindée la plus expérimentée de l'histoire, avec un équipement conçu pour une génération précédente de guerre. L'armée savait exactement ce dont elle avait besoin. Un char moyen portant un canon de 75 mm. Imaginez la terreur de ces ingénieurs sachant que chaque seconde perdue condamnait des milliers de jeunes hommes. Non pas à cause du calibre, mais à cause de ce que ces munitions pouvaient faire. L'arme pouvait tirer des obus perforants pour tuer les chars ennemis. C'était évident, mais elle pouvait aussi tirer des obus explosifs pour détruire des fortifications, des nids de mitrailleuses et des positions d'infanterie. Les canons plus petits ne pouvaient pas faire les deux. Le 2 livres britannique faisait 40 mm. Il manquait d'un obus explosif efficace. Quand les chars britanniques rencontraient de l'infanterie ou des positions fortifiées, ils n'avaient rien d'autre que des mitrailleuses. Le 75 mm était une arme à double usage. Un char pouvait tuer les blindés ennemis et soutenir l'infanterie. Cette flexibilité se révélerait décisive. Mais les usines américaines ne pouvaient pas construire un vrai char de 75 mm. Pas encore. Les tourelles de chars nécessitent une ingénierie de précision. Le canon repose à l'intérieur d'un anneau rotatif monté sur la coque. Quand le canon tire, les forces de recul frappent vers l'arrière à travers l'anneau de tourelle dans la structure de la coque. Des canons plus gros signifient un recul plus important. Un recul plus important nécessite des anneaux de tourelle plus grands. Un canon de 75 mm nécessitait un anneau de tourelle de plus de 152 cm de diamètre pour gérer les forces impliquées. Les fonderies américaines en 1940 ne pouvaient pas couler des anneaux aussi grands. L'usinage de précision n'existait pas. Construire de nouvelles fonderies et former des travailleurs prendrait au minimum 18 mois. Le M4 Sherman était déjà sur la planche à dessin. Tourelle appropriée, canon approprié, char approprié. Mais le Sherman n'atteindrait pas le champ de bataille en nombre avant fin 1942. L'armée avait besoin de blindés en 1941, quelque chose qui pouvait combattre les Panzers maintenant, pas dans 2 ans. Les ingénieurs de l'arsenal de Rock Island proposèrent une solution qui mit tout le monde mal à l'aise. Et s'ils montaient le canon de 75 mm dans la coque au lieu d'une tourelle, c'était un concept obsolète. Les chars de la Première Guerre mondiale avaient utilisé des canons montés en barbette. Les navires les utilisaient encore, mais la doctrine moderne des chars exigeait des tourelles rotatives pour la flexibilité. Un canon en barbette ne pouvait tirer que dans un arc limité. Pour engager des cibles sur le flanc, le char entier devait tourner. Dans une bataille rapide, ce délai pouvait être fatal. Les ingénieurs savaient tout cela. Ils proposèrent quand même le design. Parce qu'un canon de 75 mm en barbette était infiniment mieux que rien du tout. L'armée approuva le développement en juillet 1940. Le premier prototype était prêt en janvier 1941. La production commença en août. Le char moyen M3 mesurait 3 mètres de haut. Pour comparaison, le Sherman mesurait 2,7 mètres. Un M1 Abrams moderne mesure 2,4 mètres. Le M3 dominait tout. La hauteur venait de l'empilement des composants. Un moteur d'avion se trouvait à l'arrière. Le Wright Continental R975, un moteur radial conçu à l'origine pour les avions. Puissant et fiable, mais grand.
La barbette de 75 mm se trouvait dans la coque avant droite. Au-dessus, une petite tourelle portait un canon de 37 mm pour engager des cibles plus légères. Une coupole de commandant se trouvait au-dessus de cela. 3 niveaux, 3 mètres. Le désastre à 3 étages. 7 hommes d'équipage se serraient à l'intérieur. Le blindage était en acier riveté, 51 mm d'épaisseur à l'avant. Pour l'équipage à l'intérieur, ces rivets étaient essentiellement des balles en attente. Un coup non pénétrant à l'extérieur pouvait cisailler une tête de rivet à l'intérieur, la transformant en éclat d'obus, rebondissant dans une boîte d'acier bondé. Combiné avec la hauteur suicidaire, ces défauts signifiaient que les tankistes américains ne se moquaient pas seulement du M3. Ils le craignaient. Personne ne voulait combattre dans cette chose. Mais entre août 1941 et décembre 1942, les usines américaines en construiraient 6258. En Afrique du Nord, la 8e armée britannique perdait depuis 18 mois. Le maréchal Erwin Rommel arriva, en février 1941, avec une petite force allemande pour soutenir les Italiens. En quelques semaines, il avait repoussé les Britanniques jusqu'à la frontière égyptienne. En quelques mois, il était devenu le commandant le plus craint du désert. Les Britanniques lancèrent l'opération Crusade en novembre 1941. Plus de 700 chars attaquèrent les positions de Rommel. Le résultat fut un gâchis tactique. Les blindés britanniques chargèrent les canons anti-chars allemands. Les panzers allemands éliminèrent les chars britanniques à distance. Les Britanniques reconquirent du terrain, mais le coup fut stupéfiant. Ils perdirent plus de 500 chars. Mais Rommel perdit plus de 300 chars, plus de la moitié de toute sa force blindée. Le problème était la puissance de feu. Les chars britanniques Crusade et Stuart portaient des canons de 2 livres, des armes de 40 mm avec un défaut critique. Ils ne pouvaient tirer que des obus perforants. Le 2 livres était un pistolet à bouchon. Aux distances de combat, il avait du mal à pénétrer le blindage frontal du Panzer III. Les nouveaux Panzer III spécial et Panzer IV étaient presque immunisés. Les équipages de chars britanniques frappaient les chars allemands et regardaient leurs obus rebondir. Puis les canons allemands de 50 mm perçaient le blindage britannique comme du papier. Les mathématiques de l'engagement étaient brutales. Les Allemands pouvaient tuer des chars britanniques à 800 mètres. Les Britanniques pouvaient à peine blesser les Allemands à 400 mètres. Pire, sans obus explosifs efficaces, ils étaient impuissants contre les cibles molles. Les équipages allemands de 88 mm apprirent qu'ils pouvaient tenir leur position à découvert. Pour les équipages, c'était un cauchemar récurrent. Ils devaient se rapprocher à des distances suicidaires justes pour gratter la peinture d'un Panzer, tout en sachant que les Allemands pouvaient percer leur blindage avant que les Britanniques ne puissent même viser. Ce n'était pas juste un problème tactique, c'était une crise de confiance. Ils savaient que leurs outils étaient cassés. Début 1942, les Britanniques avaient besoin d'un miracle. En janvier 1942, les premiers M3 Grant arrivèrent en Égypte. Les Britanniques avaient légèrement modifié le design. Leur version avait une tourelle plus basse avec la radio à l'intérieur. Ils la nommèrent d'après Ulysse Grant. La version américaine standard gardait la tourelle plus haute. Les Britanniques l'appelèrent le lit d'après l'adversaire de Grant. Les équipages de chars britanniques se rassemblèrent autour des machines imposantes et regardèrent fixement. La hauteur était absurde. Sur le désert plat, cette chose serait visible à des kilomètres. Mais ensuite ils examinèrent le canon. 75 mm, presque 2 fois le calibre de leurs 2 livres. Ils pouvaient tirer des obus perforants pour tuer des chars et des explosifs pour tuer tout le reste. Ils mouraient avec des pistolets à bouchon depuis 18 mois. Puis ils testèrent le tir du 75 mm. L'obus de 75 mm vola plus loin et frappa plus fort que tout ce que les tankistes britanniques avaient jamais utilisé. À 1000 mètres, l'obus perçait une plaque de blindage représentant un Panzer III. À 1500 mètres, il faisait encore des coups mortels. Les obus explosifs étaient encore plus impressionnants. Ils pouvaient détruire des positions de canon, des fortifications et des concentrations d'infanterie depuis des distances où les armes ennemies ne pouvaient pas atteindre le char. Après 18 mois d'impuissance, il possédait soudainement une arme qui pouvait tuer n'importe quoi sur le champ de bataille. Le Grant était laid. Le Grant était grand. Le Grant était tactiquement maladroit. Mais le Grant pouvait tuer des Panzers à 1000 mètres. Les commandants britanniques assignèrent 167 Grant à la 4e brigade blindée. Ils les positionnèrent pour l'offensive attendue de Rommel, et puis ils attendirent. Ressentez-vous le soulagement désespéré de ces hommes tenant enfin une arme capable de riposter à l'enfer allemand? En mai 1942,
les deux armées avaient fortifié des positions le long de la ligne Gazala, en Libye. Rommel commandait 560 chars. Les Britanniques en avaient 850, dont 167 des nouveaux Grant avec la 4e brigade blindée. Le renseignement allemand signala l'arrivée de véhicules américains grands et maladroits avec des canons montés en coque. L'état-major de Rommel rejeta la menace. La hauteur faisait de ces chars des cibles évidentes. Le canon en barbette était un concept de la Première Guerre mondiale. Les équipages allemands les élimineraient facilement. Le 26 mai 1942, Rommel lança l'opération Venezia. L'Africa Corps balaya vers le sud autour de la ligne Gazala exactement comme prévu. Les commandants de chars allemands s'attendaient à une autre victoire, une autre retraite britannique, une autre démonstration de supériorité allemande. Le lendemain matin, ils rencontrèrent la 4e brigade blindée. 27 mai 1942. Le désert au sud de Gazala. Les Panzers de la 15e division Panzer repérèrent des blindés britanniques et se déplacèrent pour engager. Tactique standard, se rapprocher à 500 mètres où les canons allemands pouvaient pénétrer le blindage britannique de manière fiable. La distance était de 1200 mètres. Quand les Britanniques ouvrirent le feu, les commandants allemands ne comprirent pas ce qui se passait. Des obus frappaient depuis des distances où les canons britanniques avaient toujours été inutiles. Les obus ne rebondissaient pas. Le premier Panzer explosa. Le feu et la fumée jaillirent de la tourelle. Puis un deuxième, puis un troisième. Les équipages allemands poussèrent en avant essayant de combler l'écart. Leurs canons de 50 mm ne pouvaient pas pénétrer les nouveaux chars étranges à cette distance. Ils devaient se rapprocher. Les Britanniques continuèrent de tirer. Les mathématiques étaient simples et brutales. Le canon de 75 mm du M3 Grant pouvait pénétrer le blindage frontal du Panzer III 1000 m. Les canons de 50 mm à canon court sur la plupart des chars allemands ne pouvaient pas pénétrer le blindage du Grant avant la distance à bout portant. Cela signifiait que les Grant avaient une zone de mort mesurée en centaines de mètres. Un tronçon de désert où ils pouvaient détruire des Panzers qui ne pouvaient pas riposter. Les commandants allemands essayèrent de se précipiter à travers la zone de mort. Ils accélérèrent vers la ligne britannique, espérant que la vitesse les sauverait. Ce ne fut pas le cas. Les artilleurs britanniques avaient le temps pour plusieurs tirs avant que les chars allemands ne se rapprochent à portée efficace. Chaque tir qui touchait signifiait un autre Panzer en flammes. La discipline de l'Africa Corps commença à se fissurer. Les transmissions radio, habituellement précises et professionnelles, se dissolvèrent dans la confusion. Des équipages vétérans qui avaient ri de la cible splendide hurlaient maintenant au sujet de batteries invisibles les détruisant depuis l'horizon. Ils ne pouvaient pas comprendre ce qui les tuait. Les rapports affluèrent au quartier général allemand tout au long de la matinée. Les chars britanniques engageaient à plus de 1000 mètres. Les obus allemands ne pénétraient pas à distance. Plusieurs Panzers perdus à chaque engagement. L'attaque sur le centre britannique s'était complètement arrêtée. Les unités qui auraient dû percer étaient clouées sur place, subissant des pertes. Rommel reçut les rapports et comprit immédiatement ce qui avait changé. Les Américains avaient donné aux Britanniques un char avec un canon qui dépassait en portée tout dans son armée. 18 mois de supériorité d'équipement avaient disparu du jour au lendemain. L'Africa Corps ne faisait plus face au même ennemi. Rommel écrivit plus tard au sujet de Gazala. L'avènement du nouveau char américain, Admiral, déchira de grands trous dans nos rangs. Il ajouta une vérité douloureuse. Jusqu'en mai 1942, les chars allemands avaient en général été supérieurs en qualité aux types britanniques correspondants. Ce n'était maintenant plus vrai, du moins pas dans la même mesure. Cette phrase, du moins pas dans la même mesure, captura le choc. Pendant 18 mois, les blindés allemands avaient dominé grâce à un équipement supérieur, une formation supérieure et des tactiques supérieures. En un seul jour, la production industrielle américaine avait effacé l'avantage d'équipement. Le canon de 75 mm changeait tout. Le grand M3 Lay, moqué et compromis, avait donné aux équipages britanniques la capacité de tuer des Panzers depuis des distances où ils ne pouvaient pas être tués en retour. Rommel comprit que ce n'était que le début. Rommel s'adapta rapidement. Il n'avait pas le choix. Le canon antiaérien de 88 mm devint sa solution. Conçu à l'origine pour abattre des avions, le 88 pouvait aussi tuer des chars à distance extrême. Il pouvait détruire des Grant à 2000 mètres, bien au-delà de la portée efficace du 75 mm. Rommel poussa des canons de 88 mm en avant avec ses fers de lance blindés. Chaque fois que ses Panzers rencontraient des Grant,
Les 88 engageaient d'abord depuis longue distance. Il demanda aussi désespérément plus de Panzer IV spécial. Avec le canon de 75 mm à haute vélocité, l'arme améliorée pouvait égaler la portée du Grant, mais les nouveaux chars n'arriveraient pas en nombre avant des mois. La hauteur du Grant restait un défaut fatal. Sur le désert plat, les observateurs allemands pouvaient les repérer à des kilomètres. Chaque engagement commençait avec les Allemands sachant exactement où les blindés britanniques étaient positionnés. Rommel gagna la bataille de Gazala grâce au génie tactique, pas à la supériorité d'équipement. Il surpassa les Britanniques en manœuvre. Il exploita leurs erreurs. Tobrouk tomba en juin. Les Britanniques battirent en retraite profondément en Égypte, mais le coût était bien plus élevé que prévu. Rommel captura Tobrouk. Il fut promu maréchal, mais ses pertes de chars étaient insoutenables. Les usines allemandes produisaient environ 300 chars par mois. Les usines américaines construisaient déjà plus de 2000. Chaque Panzer détruit était irremplaçable. Chaque Grant détruit serait remplacé en quelques semaines. Rommel avait gagné la bataille. Il perdait la guerre de production. À El Alamein en juillet, les Britanniques l'arrêtèrent finalement. Les Grant n'étaient pas suffisants pour gagner des batailles offensives, mais ils étaient suffisants pour tenir des positions défensives où les blindés allemands devaient venir à eux. L'Africa Corps saigna contre la ligne Grant. Chaque attaque coûtait des chars que Rommel ne pouvait pas remplacer. Le compromis américain les faisait exactement ce pourquoi il avait été conçu. En octobre 1942, les premiers M4 Sherman arrivèrent en Égypte. Tourelle appropriée, canon rotatif de 75 mm, profil plus bas, tout ce que le M3 aurait dû être. Montgomery rassembla une force écrasante pour la deuxième bataille d'El Alamein. Plus de 1000 chars, Grant, Sherman, Crusaders. Plus de 1000 pièces d'artillerie. L'attaque commença le 23 octobre. 12 jours plus tard, Rommel était en pleine retraite. L'Africa Corps ne se remettrait jamais. La guerre de 6 mois du Grant était terminée. Il avait tenu la ligne de Gazala à El Alamein. Il avait saigné l'Africa Corps de chars et d'équipages irremplaçables. Le cercueil pour 7 frères, la cathédrale de fer, la cible splendide. Il avait fait son travail. Aujourd'hui, les M3 survivants sont dans les musées. Les visiteurs passent devant eux vers les Sherman et les Tiger. Ils jettent un coup d'œil à la silhouette maladroite de 3 mètres et se demandent pourquoi quelqu'un a construit quelque chose d'aussi laid. La réponse est simple, parce que laid était disponible quand parfait ne l'était pas. Les ingénieurs américains connaissaient chaque défaut avant que le premier M3 ne quitte l'usine. La hauteur, le canon en barbette, le blindage riveté. Ils le construisirent quand même parce que l'alternative était rien. Le M3 n'était pas conçu pour être le meilleur char du monde. Il était conçu pour exister quand le meilleur char n'était pas encore possible. Rommel comprit ce que cela signifiait. Les Américains, nota-t-il, avaient conçu, construit et déployé un char moyen efficace en moins d'1 an. L'Allemagne n'avait rien de comparable à cette capacité industrielle. Comprenez-vous maintenant pourquoi ces monstres d'acier imparfaits sauvèrent le monde de la tyrannie nazie absolue?